C'est un sujet dont on parle encore trop peu. Aujourd'hui, en France, les personnes issues des classes populaires et des quartiers populaires sont les premières victimes des effets du dérèglement climatique et de la destruction de la planète. Elles vivent dans les territoires les plus pollués, où l'exposition au bruit et à la chaleur est la plus forte, où l'alimentation est la plus industrielle et où l'accès aux soins est le plus discriminatoire. Pourtant, elles n'ont pas voix au chapitre. Ces populations sont aujourd'hui encore négligées par les mouvements et les partis politiques qui défendent un projet écologique. En bref, le projet écologique majoritaire en France a échoué à être réellement populaire. C'est le constat que fait la politologue Fatima Wassak dans son nouveau livre « Pour une écologie pirate ». Elle l'affirme. Aujourd'hui, dans le champ politique, c'est l'aspiration des classes moyennes et supérieures au maintien de leur confort qui l'emporte. Et ajoute, c'est parce que nous ne sommes pas libres que le monde brûle. Et le monde n'arrêtera de brûler que si nous nous libérons. Dans un contexte où l'extrême droite gagne toujours plus de terrain et où l'urgence écologique est de plus en plus forte, Fatima Wassak propose ici une autre perspective sur la question écologique que celle de la classe moyenne blanche des centres-villes. Une perspective pour élargir le front écologiste, avec une stratégie, l'écologie pirate, un projet de résistance qui vise à la libération et l'égale dignité humaine, en répondant aux questions suivantes. Dans l'intérêt et du point de vue de qui va-t-on régler le problème climatique ? Est-ce toute l'humanité que l'on veut sauver ou seulement sa partie blanche et fortunée ? Quelle écologie doit être défendue ? Celle qui ajoute des murs aux frontières ou celle qui cherche à casser les murs ? Fatima Wassak, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Merci à vous. Alors, vous êtes politologue, vous avez cofondé Front de Mer, un syndicat de parents dans les quartiers populaires qui regroupe plusieurs collectifs locaux, qui mène un projet écologiste, féministe et antiraciste. C'est quoi le Front de Mer ? Le Front de Mer, c'est un groupe de personnes qui luttent pour les enfants et c'est né dans ma ville, à Bagnolet dans le 93. Vous êtes aussi cofondatrice de Vert Dragon, qui est la première maison de l'écologie populaire en France à Bagnolet. Et la raison pour laquelle je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que vous venez de publier un livre pour une écologie pirate et nous serons libres aux éditions La Découverte. Donc c'est le deuxième volet d'une trilogie commencée en 2020 avec le livre La puissance des mers. Et le troisième volet sortira dans les années qui suivent, d'après ce que vous m'avez dit. Je vais commencer par une question toute simple, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez plutôt que moi en reprenant vos mots. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ? Quel était votre objectif ? Alors moi, je me situe dans le camp écologiste. Je suis consciente, comme beaucoup aujourd'hui, de l'urgence climatique. Je suis une militante moi-même. Je travaille à l'élargissement du front écologiste. Et aujourd'hui, le front écologiste n'est pas si large que ça. Au contraire, il est très réduit à une certaine classe sociale, plutôt les classes moyennes supérieures. Alors, il ne s'agit pas pour moi, dans le livre, de compter le nombre de personnes de classe populaire, le nombre de personnes non blanches, etc., sur ce front écologiste. C'est vraiment pas le propos. Non, vraiment, ce qui compte pour moi, comme pour beaucoup, c'est de travailler à un monde plus respirable pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et donc, de travailler à élargir ce front, et notamment aux classes populaires, à toutes les classes populaires. Celle que je connais le mieux et dont je parle le plus dans le livre concerne les classes populaires qui vivent dans les quartiers populaires, à la périphérie des grandes métropoles. Et donc le livre, c'est vraiment, je m'adresse à mon camp, le camp écologiste, c'est comment on fait pour élargir le front, comment on fait concrètement. Il ne s'agit pas simplement de prendre un projet tel qu'il existe aujourd'hui et d'aller sensibiliser comme ça les masses des classes populaires en sous-entendant en fait qu'elles ne sont pas assez sensibles, qu'elles ne sont pas assez informées, alors même qu'elles sont quand même les plus touchées par le désastre écologique. Moi, je pose la question de la nature du projet en fait, qui est ce projet qui est soumis aux classes populaires. Et mon hypothèse, c'est que le projet ne convient pas en fait et qu'il faut le retravailler. Donc, l'écologie pirate, c'est ce projet, je pense, qui permettrait d'élargir le front aux classes populaires et aux quartiers populaires. En une phrase, l'écologie pirate, c'est quoi ? Alors, l'écologie pirate, c'est une écologie qui met en son centre la question de la liberté de circuler, de la liberté qu'il s'agit de reprendre au système capitaliste, alors au système colonial capitaliste, comme je l'explique dans le livre, c'est-à-dire j'articule la question coloniale et la question capitaliste, et donc cette liberté qu'on reprend à un système d'oppression, de la liberté, mais aussi du temps, de l'espace. Pourquoi pirate ? Parce que je pense que l'écologie à la hauteur
des enjeux climatiques, mais aussi, et j'en parle dans le livre, à la hauteur de la menace de l'accès au pouvoir de l'extrême droite, cette écologie, elle doit être radicale. Elle doit être en rupture par rapport à un projet politique qui existe déjà. Et le côté pirate aussi parce que, évidemment, la piraterie qui incarne la liberté, mais aussi le côté enfantin, en fait, pour amener avec nous nos enfants, nos petits-enfants, pour leur dire à quel point, en fait, il faut s'associer à ce front écologiste, à quel point il faut que nous associons nos enfants à leur sort. L'écologie pirate, si ça devait être une science, la science des stratégies, en fait, pour bricoler, pour braquer un petit peu, encore une fois, le système colonial capitaliste. Alors avant d'en venir aux stratégies, j'aimerais simplement qu'on aille rapidement sur les constats. Donc vous démontrez dans le livre de façon très claire que les classes populaires et surtout les quartiers populaires sont les premières victimes des effets du dérèglement climatique, mais aussi du système qui a permis une telle destruction de la planète et de nos conditions de vie par la même occasion. Il y a donc une sorte de paradoxe puisque les personnes des quartiers populaires sont oubliées alors que ce sont elles qui ont le plus à gagner dans la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi est-ce que justement cette position de personnes qui sont les plus vulnérables face au dérèglement climatique les empêche de participer aux luttes? Oui, parce que alors, vous parlez de populations qui sont oubliées. Moi, je parle de populations qui sont exclues en fait, du champ écologiste, en réalité du champ politique de manière plus générale. C'est-à-dire qu'on a affaire à des populations, notamment ces classes populaires donc, qui vivent dans les quartiers populaires, qui n'ont pas de pouvoir politique, en fait. C'est-à-dire qu'on s'évertue ces dernières années à poser la question de l'écologie populaire, de la sensibilisation vis-à-vis de ces classes populaires, mais en étant dans le déni par rapport à la question du pouvoir politique. Dans quelle mesure, dès lors qu'on sensibilise ces personnes ou qu'on les informe du désastre écologique actuel ou à venir, dans quelle mesure ces personnes ont le pouvoir de changer les choses, ont le pouvoir de changer leur sort, le sort de leurs enfants. Et c'est cette question-là qu'on ne pose pas. On s'étonne en fait que ces populations ne se sentent pas concernées par l'écologie, ne se sentent pas légitimes à participer au front écologiste. Mais vraiment, on oublie de poser cette question du pouvoir politique. Mon hypothèse, c'est que dès lors que ces personnes qui vivent dans les quartiers populaires, ces populations de classe populaire, dès lors qu'elles ont accès à du pouvoir politique, dès lors qu'elles se sentent chez elles également, parce que je pose également la question de la terre, il n'y a pas la question du pouvoir, il y a aussi la question de la terre, de l'ancrage territorial, dès lors que ces personnes se sentent légitimes sur cette terre-là, ici en Europe, ici en France, ici dans les quartiers populaires en France, elles auront davantage la légitimité en fait de protéger en fait la terre. Là, le problème pour moi, le problème central pour moi dans les quartiers populaires, c'est que les personnes qui y vivent ne se sentent pas chez elles. Pas parce qu'elles ne veulent pas se sentir chez elles, c'est parce qu'il y a tout un processus de désancrage. Alors, j'explique dans le livre par quoi ça passe, en fait, ce processus. C'est notamment l'emmurement, l'assignation à résidence, le fait de répéter à ces personnes qu'elles ne sont pas ici chez elles, le fait d'organiser de longs débats. On a vu l'année dernière, en 2022, il y avait de longs débats à l'occasion des présidentielles notamment, pour savoir si oui ou non il fallait accompagner les personnes immigrées, les personnes musulmanes, les personnes descendantes de l'immigration africaine et asiatique vers leur pays d'origine parce qu'elles n'étaient pas assez assimilées. Il y avait tout un débat comme ça sur la remigration, sur le grand remplacement, etc. Et c'était pas des débats marginaux en fait. C'était vraiment des débats sur des grandes chaînes à des heures de forte audience. Et donc voilà, c'est bien un débat en fait qui posait la question de la légitimité ici en France de cette population-là. Et donc c'est bien une population qui est mise en sursis, mise en débat, errante. Comment veut-on que cette population se sente suffisamment chez elle ici, sur cette terre-là, pour la protéger? Et donc, voilà, c'est ça que je pose en fait comme hypothèse. Pour moi, la question, c'est pas celle de la protection de la terre pour cette population-là, c'est bien la question de la libération de la terre. Et pour libérer la terre, il faut pouvoir s'y ancrer, quoi. Et je pense qu'on va gagner, en fait, toujours dans cet objectif d'élargissement du front écologiste, si on est sincère, pour élargir le front. Cette population est ici chez elle. Moi, je m'adresse aussi aux populations des quartiers populaires pour dire nous sommes ici chez nous. Nos enfants sont ici chez eux. Cet entre-deux, en fait, entre ici, là-bas, nos pays d'origine, ici, nous ne sommes ni d'ici, ni de là-bas. Alors, encore une fois, on nous le répète, ça.
Je veux dire, le fait, par exemple, qu'il y ait des contrôles policiers dans les quartiers populaires qui tendent à répéter aux jeunes, notamment aux jeunes garçons des quartiers populaires, montrez-nous vos papiers très régulièrement. Mais c'est une manière de dire tu n'es pas ici chez toi. Il faut que tu prouves en fait que tu habites bien là. Bon, ça participe du processus de désancrage. Moi, ce que je dis aux populations, notamment des quartiers populaires, c'est voilà, cet entre-deux, en fait, fait que nous sommes comme des morts-vivants, en fait. J'utilise cette formule un peu pour dire, nous errons, en fait. Il faut arrêter avec cette errance, il faut vraiment décider, voilà, nous sommes ici. L'écologie que je défends, c'est une écologie européenne, une écologie ici, ancrée en Europe, ancrée en France, ancrée dans les quartiers populaires. Et ça passe par ça. C'est-à-dire que l'accès des populations qui vivent dans les quartiers populaires, pour moi, plus généralement, l'accès des classes populaires à la question écologiste, c'est bien un accès qui passe par l'ancrage territorial, par la réappropriation du pouvoir politique. Et si on ne pose pas ces deux questions-là, donc ancrage territorial et accès au pouvoir politique, pour moi, on passe complètement à côté et on va passer des années comme ça à se lamenter du fait que les classes populaires ne se saisissent pas de la question qui pourtant, effectivement, les étouffe et les tue. Oui, parce que justement, c'est ce que vous dites aussi dans le livre, c'est qu'en fait, les populations descendantes de l'immigration ouvrière et post-coloniale, elles sont sur les territoires les plus pollués, où l'exposition au bruit, à la chaleur, l'accès aux soins est beaucoup plus difficile. Enfin, qu'il y a vraiment un cumul, en fait, d'oppression et de pollution autour de ces personnes, quoi. Oh oui, absolument. Alors, oui, je parle de certains endroits où, effectivement, c'est le lieu, les quartiers populaires, où il y a le plus de décharges, où il y a effectivement le plus de pollution de l'air. Ce sont des données qui sont chiffrées, qui sont documentées, qui sont précisées. Il y a par exemple vous dites qu'à Paris, les habitants les plus pauvres risquent 3 fois plus de mourir d'un épisode de pollution que les plus riches. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'UNICEF qui a été publié il y a quelques années, très récemment, 2021, je crois, qui montre en fait que les populations qui vivent dans les quartiers populaires sont les plus victimes de la pollution atmosphérique. Et c'est plus précis que ça. Ce sont les enfants, en fait, des quartiers populaires qui sont les plus victimes. Bon, on le sait, c'est parce que notamment les enfants sont à hauteur des pots d'échappement, etc. Et donc, oui, il y a cette question qu'il faut poser, la question de la classe sociale, la question du territoire, donc du quartier, la question raciale. Parce que, évidemment, en France, la question de la classe rejoue, en fait, en réalité, la question raciale, puisqu'on a affaire à des populations qui sont descendantes de l'immigration africaine, post-coloniale. Et c'est une question qui est importante, je pense, quand on pose la question de l'écologie et l'élargissement, encore une fois, du front écologiste. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment une articulation entre la question capitaliste. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses aujourd'hui à considérer que le système responsable du désastre climatique, c'est le système capitaliste, via notamment l'extractivisme. Ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est de montrer à quel point l'entreprise capitaliste est totalement associée à l'entreprise coloniale. Pour le dire très, très rapidement, dès lors qu'on sous-humanise une partie de l'humanité, qu'on considère que ces êtres humains-là ne sont pas des humains comme les autres. On les stigmatise, on les discrimine, on les sous-humanise. Comment cette sous-humanité peut défendre la Terre qu'elle habite? Elle ne le peut pas, et c'est pour ça que la Terre est aussi maltraitée, aussi polluée. C'est pour ça que cette Terre-là, qui est habitée donc, par cette sous-humanité, est considérée comme une décharge, etc. Alors, c'est à l'échelle de la Terre, à l'échelle de l'humanité. Et c'est notamment le rapport que je pose entre l'Europe et l'Afrique. Mais c'est aussi, en France, le rapport qui existe entre les quartiers populaires et les quartiers pavillonnaires. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de regarder ce qui se passe dans les quartiers populaires et de dire à quel point on y souffre, à quel point on y est opprimé, à quel point on y respire mal, à quel point on y mange mal, à quel point on y circule mal. Il y a toute la question de l'emmurement, encore une fois, qui est importante dans le livre. C'est aussi de comparer ce qui se passe dans les quartiers populaires avec ce qui se passe dans les quartiers pavillonnaires. Et je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau dans le livre. On a tendance à comparer les quartiers populaires avec ce qui se passe en Afrique, notamment. On a tendance à ne parler donc que des banlieues, que des quartiers populaires en tant que tels. On compare rarement les quartiers populaires et les quartiers pavillonnaires, alors que les inégalités entre ces deux territoires, qui sont pourtant proches... Oui, très proches, c'est ce que vous mais c'est spectaculaire, en fait. Je veux dire, il faut pouvoir le lire, ça. Il faut pouvoir se balader comme ça à la périphérie des grandes métropoles et lire à quel point on passe d'un monde à l'autre, en fait. On passe d'un monde où on circule librement, par exemple,
à un monde où on ne circule pas librement, où on est assigné à résidence, où on étouffe, où effectivement il fait beaucoup trop chaud l'été, beaucoup trop froid l'hiver, où les enfants n'ont pas d'espace pour jouer, où il y a trop de voitures, etc., etc. Donc c'est ça aussi qu'il s'agit de regarder, et pas seulement pour le dénoncer, mais pour dire notre avenir commun, c'est aussi de casser ces murs-là. Oui, c'est d'arrêter d'ériger des murs. Entre nos enfants, en fait. Entre les enfants qui vivent dans un monde et les enfants qui vivent dans l'autre. Moi, je fais l'hypothèse tout au long du livre que nous sommes nombreux et nombreuses à vouloir que nos enfants jouent ensemble, en fait, dehors. Voilà, c'est ça l'hypothèse de départ. C'est, voilà, on veut un monde plus respirable pour nos enfants. On ne veut pas de ce monde de puanteur, y compris si nos enfants, ils sont privilégiés. Ouais, c'est ça l'hypothèse. C'est que moi, je ne m'adresse pas uniquement au quartier populaire, je m'adresse à tout le monde. Parce que vraiment, j'ai cette foi, en fait. Je me dis vraiment, qui veut de ça pour ses enfants, en fait? Ce monde aussi puant, quoi, aussi inégalitaire. Et donc, ça commence par abolir les frontières, ça commence par casser les murs. Et pour moi, une écologie qui n'a pas cette ambition, c'est une écologie de confort. C'est juste pour maintenir un certain niveau de confort pour les classes moyennes supérieures. Oui, c'est ce que vous dites en critiquant justement la stratégie des partis politiques et des organisations écologistes en France et en Europe. C'est cette idée qu'en fait, elle n'existe que pour maintenir un certain niveau de confort pour les classes moyennes et supérieures. En quoi, justement, pour vous, cette stratégie que vous décrivez comme majoritaire, elle participe au maintien de l'ordre social actuel sans vraiment remettre en question le système? Les partis politiques, notamment les partis écologistes qui sont situés à gauche, on parle bien de cette écologie de gauche, cette écologie progressiste, ces partis politiques ne posent pas la question de l'accès au pouvoir politique des classes populaires. Ils ne posent pas la question démocratique en réalité. Et se contentent de cet entre-soi de classe moyenne supérieure, blanche, et effectivement proposent une écologie de confort, avec cette notion d'adaptation et d'adaptabilité. C'est-à-dire que le jeu consiste à dire il va y avoir des ravages écologiques majeurs, et là-dessus, encore une fois, on est tous d'accord sur la catastrophe actuelle et la catastrophe à venir. Préparons-nous à ces ravages et adaptons-nous de manière à ce que notre niveau de confort soit maintenu. Et évidemment, dans le système capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui, dans le système colonial capitaliste, si on est à l'échelle de la Terre et de l'humanité, il n'y aura pas le même niveau de confort pour tout le monde. Et c'est ça qu'on ne remet pas du tout en question. Il y a cette question du confort, mais il y a aussi la question des libertés. Et donc, il y a cette question de la liberté de circuler, encore une fois, qui est centrale dans le livre, mais c'est aussi parce qu'il y a tout cet imaginaire autour de la piraterie et de l'infini des océans. Moi, à titre personnel, cette question de la liberté de circuler, c'est quelque chose qui a construit, en fait, ma culture politique. Aussi parce que j'ai grandi dans les quartiers populaires, je milite dans les quartiers populaires, et que je sais le contrôle permanent, en fait, des populations auxquelles j'appartiens. Ce que je montre aussi, c'est à quel point ces partis écologistes, en fait, ne se soucient pas de la liberté de circuler comme modalité de mise à l'abri en cas de catastrophe écologique. Alors que, quand on y réfléchit 2 minutes, en fait, c'est presque une question de bon sens. Les personnes subissent des catastrophes écologiques, des inondations, des sécheresses, y compris au sud de la Méditerranée, puisque, on ne l'a pas encore dit, mais il y a aussi des inégalités par rapport aux conséquences du réchauffement climatique entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée. Les récents rapports du GIEC le montrent, et d'ailleurs, ils le montrent de plus en plus, et je sais que vous l'avez beaucoup traité ici. Pourquoi n'est jamais posée la question de la liberté de circuler sans condition des populations qui subissent des catastrophes climatiques ou autres? C'est-à-dire, la liberté de circuler aujourd'hui n'est pas un droit fondamental. On se contente dans le mouvement climat, le mouvement écologiste, de manière plus générale, mais le mouvement climat en particulier, de poser la question de la réduction de la circulation des plus riches. C'est toute la question des jets privés, etc., qui n'est pas une sous-question. C'est une question qui est intéressante, mais pour moi, elle ne règle pas le problème. Pour moi, régler le problème, c'est ce sont des personnes, de toute façon, qui peuvent passer les frontières sans entrave. Et puis surtout, qui ont le choix de réduire leur circulation ou pas. C'est-à-dire que ça ne remet pas en question le fait que la liberté de circuler, aujourd'hui, c'est un privilège de classe, un privilège racial, un privilège colonial. Pourquoi ce n'est pas aujourd'hui un droit fondamental? C'est-à-dire que pourquoi, dès lors qu'au sud de la Méditerranée, on subit une catastrophe, qu'on a besoin de quitter sa terre parce qu'elle est devenue invivable et qu'on a besoin d'être accueilli
et de rejoindre l'autre côté de la rive, en fait. Pourquoi aujourd'hui c'est pas défendu comme un droit fondamental? Voilà, c'est ça que je pose, en fait. C'est des questions comme ça de liberté, de justice, d'égalité, qui ne sont pas posées par les partis écologistes et par le mouvement écologiste de manière plus générale. Et puis tout ça pose aussi la question des déplacés climatiques, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de déplacements intra-pays d'ici à 2050, mais il y a certaines projections qui vont jusqu'à 1 milliard, en fait, si on prend tous les déplacements qui vont être liés à ces effets-là. Et en même temps, on voit que justement, le monde est sur une tendance d'ériger des murs. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui est sorti en novembre 2021 qui montre que les pays du G7 investissent 2 fois plus dans le fait d'ériger des murs à leurs frontières que dans la finance climat. Absolument. Alors la frontière, elle s'appelle très concrètement Frontex, par exemple, entre l'Europe et l'Afrique. Oui, parce que alors il y a cette question du grand remplacement et qui n'est pas située uniquement à l'extrême droite. Bon, déjà, l'extrême droite, c'est pas rien aujourd'hui en France, c'est pas rien en Europe. Il y a quand même une montée de l'extrême droite dont il faut se soucier, dont on devrait tous se soucier, en fait. Moi, j'essaie de montrer dans le livre à quel point la question de l'extrême droite doit être aussi articulée avec la question climatique. C'est-à-dire, imaginons l'extrême droite au pouvoir en France. C'est pas une sous-hypothèse. Moi, je pensais en 2022 que voilà, il y avait un risque. On est nombreux à avoir pensé ça. Sur les prochaines échéances, il y a ce risque encore qui sera accru. Ça donne quoi, l'extrême droite au pouvoir qui gère la question climatique? Ça donne quoi, étant donné le rapport qu'a l'extrême droite aux migrations, le rapport qu'a l'extrême droite à la terre et à l'espace vital? Ça donnerait quoi, le rapport qu'a l'extrême droite à la police, avec une police qui vote quand même majoritairement en France déjà pour l'extrême droite, donc une police qui lui est déjà acquise? Ça donnerait quoi, en fait, l'extrême droite qui gère le climat? Ça, c'est une vraie question qui n'est jamais posée. Alors même, oui, que... Voilà, on parle de migration. Alors, les chiffres que vous donniez à l'instant... moi, je trouve que quand ils sont posés dans le débat public, ils sont posés avec une sorte d'angoisse. Je trouve, c'est pour ça que je disais, la question du grand remplacement, elle n'est pas située qu'à l'extrême droite. Moi, j'ai l'impression qu'elle s'est quand même diffusée, en fait, sur l'ensemble du champ politique, avec cette idée, ce sous-entendu qui consiste à dire il va y avoir des astres climatiques, effectivement, dans les pays du Sud, dans le Sud global, comme on dit, et en particulier en Afrique. Ces hordes de barbares, ces hordes de sauvages vont déferler en Europe, et on ne sera plus ici chez nous, etc. Alors, c'est un propos qui est très marqué à l'extrême droite, c'est vrai. Bon, déjà, encore une fois, l'extrême droite, elle n'est plus minoritaire dans le pays, donc il faut s'en soucier. Mais j'ai l'impression que la solution qui consisterait à dire « abolissons donc les frontières et ces migrations ne seront plus perçues comme quelque chose de catastrophique dont il faudrait se protéger. Mettons plutôt en avant la question de la liberté. Ça permet aussi de poser la question de l'égale dignité humaine. Ce n'est pas normal qu'en Europe, nous pouvons circuler librement vers l'Afrique. Ce n'est pas normal que les populations africaines ne peuvent pas circuler librement en Europe. C'est-à-dire qu'on parle de climat, mais ça permettrait de parler de notre humanité, en fait. Et pour moi, l'écologie, c'est ça. C'est vraiment l'égale dignité humaine. C'est la protection du vivant, et dans le vivant, il y a aussi l'humanité. Donc voilà, c'est ces questions-là qui ne sont pas abordées. Donc la question des frontières, effectivement, la question du rapport entre l'Europe et l'Afrique, la question du rapport entre les classes populaires et les classes moyennes supérieures, la question entre les quartiers populaires et les quartiers pavillonnaires. C'est vraiment une manière de reposer la question de l'égale dignité humaine, de la justice, de la liberté et la liberté de circuler en particulier. Et en même temps, étant donné l'état du débat public européen actuel sur justement cette question de l'immigration, aujourd'hui, l'abolition des frontières, ça paraît être une chimère totale. Oui, mais en même temps, charge à nous aussi, donc le camp progressiste, le camp écologiste, la gauche, charge à nous aussi d'être droit dans nos bottes, d'être sûr de nous, d'avoir confiance en nous, de défendre en fait ce qui fait nos principes, nos valeurs, cette question de la liberté. Enfin, pour moi, elle nous permettrait aussi peut-être de reprendre un petit peu d'espoir. Ça fait quand même un petit peu plus rêver que Frontex, cette idée de liberté de circuler. Ça permettrait aussi aux populations originaires d'Afrique qui vivent en Europe, donc l'Afrique en Europe, ça permettrait aussi à cette population qui est nombreuse, en France, c'est plusieurs millions de personnes, ça lui permettrait aussi à cette population de renouer en fait avec ses héritages, avec ses communautés, sa langue, les langues maternelles, avec là où cette population a été amputée par les frontières. Et donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt réjouissant, au contraire, en fait, qui peut nous porter, justement, je reviens à la question de départ, mais qui peut élargir ce front écologiste, qui peut, en tout cas, nous donner envie de le rejoindre. Moi, je pense que du point de vue des quartiers populaires,
l'abolition des frontières, même si effectivement on est attaqué, moi à chaque fois que je parle de cette question des frontières, de la question des droits des personnes migrantes, etc., c'est là où je suis le plus cyberharcelée, où je suis le plus attaquée. Évidemment, c'est une question aujourd'hui qui est très, très difficile en France, effectivement, en Europe. Mais c'est une question qu'il faut affronter. Sinon, l'écologie qu'on aura à proposer ne sera pas à la hauteur des urgences, ni des urgences de l'urgence climatique, ni de l'urgence de l'accès au pouvoir de l'extrême droite. Et en même temps, ce que vous dites dans le livre, justement, c'est que la réaction de la plupart des politiques écologistes européens, par exemple face aux morts en Méditerranée, c'est une réponse humanitaire et pas une réponse systémique. Mais du coup, face à tous ces constats donc, assez sombres, en quelque sorte, vous écrivez que la priorité, c'est d'organiser les conditions du changement, de montrer qu'il n'y a pas de fatalité, que c'est possible, que c'est politique, et qu'il faut commencer par fabriquer du commun et créer du lien entre les résistances. Donc j'aimerais qu'on aille un petit peu plus en détail sur cette question de fabriquer du commun. Comment est-ce qu'on fabrique du commun aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, ce serait à l'image de ce que vous avez initié en juillet 2020, donc la marche Génération Climat, Génération Adama, On veut respirer à Beaumont-sur-Oise, qui a marqué un moment assez fort, justement, de lien entre le mouvement climat et les quartiers populaires. Oui. Alors déjà, quand même, je me permets de préciser que l'analyse que je fais dans mon livre n'est pas plus sombre ou angoissante que les rapports du GIEC, par exemple. Ah bien sûr, voilà, oui. C'est pas simplement dans le livre, effectivement, il y a toute la première partie qui est de l'ordre de l'analyse de pourquoi le projet tel que proposé aujourd'hui ne parle pas aux oui, classes mais populaires. de prendre conscience de la situation aujourd'hui que beaucoup aussi ont tendance à mettre sous le tapis. Donc absolument, mais je pense qu'on est... Et surtout, alors, les personnes qui nous regardent savent à quel point la situation est catastrophique. Et c'est vrai que c'est assez sombre, en fait, quand on se penche sur ce qui pourrait arriver à vraiment, là, aux générations futures, mais c'est demain après-demain, quoi. C'est vraiment nos enfants. Donc, effectivement, il y a cette première partie. Mais très vite, effectivement, et c'est pour ça que je disais que c'était un livre plutôt joyeux, en fait, très vite, il y a des propositions. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dénoncer, en fait, un projet qui ne serait pas égalitaire, porteur de liberté, émancipateur, etc. Il s'agit aussi d'être force de proposition. Et ça, c'est quelque chose aussi que je défends. C'est-à-dire, dans les quartiers populaires, nous sommes aussi capables de proposer, dans l'intérêt général, une écologie pour tout le monde, et pas simplement une écologie pour les quartiers populaires ou pour les classes populaires. Et donc là, effectivement, il y a un certain nombre de propositions assez concrètes. Et effectivement, il y a tout ce travail que je donne à voir dans le livre, alors, ce qu'on appelle l'Alliance des luttes, Convergence des luttes. Et ça, c'est vrai que c'est un travail que je mène avec d'autres depuis déjà plusieurs années, entre le mouvement climat, le mouvement écologiste, et les quartiers populaires, et les questions centrales pour les quartiers populaires. Il y a eu cette mise en lien notamment entre la question climat et la question de la lutte contre les violences policières. On a eu une marche en 2020 qui a eu beaucoup de succès. Si on veut construire une société juste, équitable, résiliente, on ne peut pas le faire si on ne dénonce pas aujourd'hui ce système violent qui opprime les personnes qui vivent dans les quartiers populaires. On doit s'allier aujourd'hui avec les mouvements contre les violences policières pour construire la société de demain. Autour de la génération Adama, génération climat, on veut respirer. Et c'était l'idée, alors qu'on a choisi en fait stratégiquement le Front de mer, Alternatiba et le Comité Adama sur qu'est-ce qui peut faire lien en fait, comment on fabrique du commun entre nous, puisque nous sommes conscients de notre égale dignité humaine. Et on a trouvé cette idée de respiration. Alors c'est pas du tout quelque chose de superficiel, évidemment que c'est quelque chose de réel. Dans les quartiers populaires, nous ne voulons pas que nos enfants meurent sous le poids de gendarmes ou de policiers. C'est toute la question du plaquage ventral, de la clé d'étranglement, qui sont des questions qui sont plutôt traditionnelles dans les quartiers populaires. On veut respirer. Et donc, c'est la lutte contre les violences policières. Mais c'est aussi la question de la pollution atmosphérique. On ne veut pas que nos enfants respirent un air qui va les tuer, qui va empêcher leur développement respiratoire, qui va être cause de dépression, etc., etc. Et donc, c'est une seule question. On veut respirer. Et donc, c'est quelque chose qui a été concret, une marche. Et dans la continuité, on s'est dit, voilà, il y a ce projet-là, donc qu'on peut appeler écologie populaire, qui est comme ça sur le papier, qui est une belle idée en fait. Maintenant, c'est pas si simple en fait de travailler ensemble, de créer ce commun. Étant donné les murs qu'il peut y avoir entre nous, les rapports de domination aussi qu'il peut y avoir entre nous, il faut y travailler concrètement sur le terrain. Effectivement, on a fondé ce lieu, donc Vert Dragon, maison d'écologie populaire, donc Alternatiba et Front de mer, vraiment pour expérimenter en fait cette écologie populaire et cette mise en lien, cette alliance des luttes. Et qu'est-ce qu'on y fait à Vert Dragon ? Plein de trucs. Il y a une école,
les dragons. On cuisine. Le mardi, il y a la MAP et des conférences. Et ça a été vraiment un grand succès. Oui, mais ce que vous racontez, c'est que justement, quand vous avez créé cette première maison de l'écologie populaire en France pour essayer d'associer justement les quartiers populaires, les quartiers pavillonnaires, les blancs, les non-blancs dans un projet commun, dès que vous l'avez annoncé, il y a vraiment une volonté de détruire le projet avec des attaques, et c'est là que ça peut paraître étonnant, qui sont venues de la gauche avant de venir de l'extrême droite. Condamner l'octroi, si c'est Marianne qui l'a fait, je le vérifierai, bien sûr. L'octroi de 1000 m² à cette association Front de Mer, absolument. Vous le condamnez sans aucune réserve. Sans aucune réserve. Absolument. Oui, alors, mais j'en parle surtout pour montrer, alors d'une part que quand on nous dit « mais pourquoi vous n'êtes pas écolo dans les quartiers ?» C'est surtout pour dire « mais regardez, quand on veut être écolo et faire de l'écologie, en fait, on nous en empêche. » C'est pour ça que je disais, nous ne sommes pas les oubliés de l'écologie. Nous sommes les entravés, en fait, dans l'accès à la question écologiste. Et donc, oui, c'était pour montrer concrètement, en fait, comment se manifestent ces entraves. Je voulais montrer effectivement, d'autre part, à quel point les attaques ne viennent pas du camp auquel on pense comme ça naturellement, l'extrême droite, qu'au niveau local, le champ qui empêche l'auto-organisation des quartiers populaires, sur toutes les questions politiques, pas la question uniquement de l'écologie, sur toutes les questions qui permettent de reprendre du pouvoir, en fait, sur son sort, sur le sort de ses enfants, les attaques viennent de la gauche. Toute la gauche. Là-dessus, je suis très concrète dans le livre. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est vérifiable. Effectivement, on a été attaqué par les leaders des principaux partis politiques de gauche en France. Ça paraît complètement... Et comment est-ce qu'ils justifiaient ces attaques, justement ? Alors, ils ne le justifiaient pas. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion en France entre ce qui se passe au niveau local, dans les quartiers populaires, et ce qui se passe au niveau national. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir de grands discours au niveau national pour dire à quel point on protège les populations des quartiers populaires, on protège les immigrés, les descendants de l'immigration, on lutte contre les violences policières même ces dernières années, etc. On lutte contre l'islamophobie. Il peut y avoir comme ça des grands discours, et les mêmes, au niveau local, font tout pour empêcher que les quartiers populaires et du pouvoir politique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est visible que si on milite au niveau local, en fait. Je veux dire, la contradiction qu'il peut y avoir entre les deux échelles, le national et le local, n'est visible que pour des gens qui travaillent, qui militent dans les quartiers populaires. Vous dites que ce qui revient aussi, c'est le côté on va donner 963 mètres carrés à des femmes pour boire du thé, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça. Alors là, il y a plusieurs choses. Ou porter des projets anti-républicains. Voilà, absolument. Alors, mais cette histoire de siroter le petit thé à la menthe, effectivement, j'en parle parce que il y a tout, en fait, sur pourquoi nous, les femmes descendantes de l'immigration africaine, musulmanes, habitant les quartiers populaires, pourquoi nous avons été empêchés d'avoir un lieu en France. En fait, il n'y en a pas 30 000 en France, des lieux auto-organisés dans les quartiers populaires. Bon, il y a celui-là. Qui n'est pas subventionné, qui est autonome. Et pourtant, il y a eu les grandes chaînes de télévision, CNews, LCI, et en fait, qui étaient sur nos côtes. Il y a eu des médias d'extrême droite qui étaient sur nos côtes. On est en réalité face à l'infiltration de l'islam politique, de l'islam politique qui utilise aussi l'indigénisme, le racialisme pour détruire la République. Cette association qui est le faux-nez de formations politiques qui instrumentalise l'écologie aujourd'hui, parce que derrière, c'est une organisation purement politique et qui instrumentalise d'une part l'écologie, mais aussi les enfants. C'est ça qui est scandaleux. Je veux dire, on se dit, mais pourquoi en fait juste un petit lieu, juste effectivement 963 mètres carrés. Et ce que je montre, c'est que c'est 963 mètres carrés de trop, parce que les populations qui vivent dans les quartiers populaires sont censées être utiles. Voilà, elles sont utiles au capital, elles sont utiles, y compris à gauche d'ailleurs, on pose la question de l'utilité pour dire, mais ces gens-là, si on doit les tolérer en France, c'est parce que ces personnes sont indispensables pour tel ou tel secteur d'activité en pénurie, pour le bâtiment, pour la restauration, etc. Nulle part, quand vous parlez aux patrons ou quand vous parlez aux salariés, dans les entreprises, le débat sur l'immigration existe. C'est pas un sujet. On en a besoin. Et ça, c'est censé être un discours progressiste. Mais en réalité, c'est un discours qui sous-humanise cette population, puisqu'on l'a réduit à sa force de travail, on l'a réduit à son utilité. Et donc, quand on parle du petit thé à la menthe, c'est comme pour dire, mais ces femmes-là, mais vous n'avez que ça à faire que de siroter votre petit thé à la menthe, que de faire de la politique. Allez plutôt préparer le café, allez plutôt nettoyer, etc. Donc, c'est vraiment, empêcher cette population
de faire de la politique, en fait. Vraiment, Et c'est ça, l'écologie. C'est faire de la politique. Sinon, si c'est simplement être informé, sensibilisé, si c'est simplement servir de réservoir, en fait, d'énergie, de toute façon, ça ne marche pas. Donc, l'écologie, si on est sincère, c'est de dire, voilà, dans quelle mesure ces personnes ont le pouvoir de changer les choses. Et alors, si je parle de Verdragon aussi, et je finis par ça, parler de cette expérience, c'est aussi pour dire qu'on a gagné quand même. Oui. C'est aussi pour dire, voilà, il ne faut pas hésiter, en fait, à lancer ce type de projet dans les quartiers populaires. Ça marche. Alors, c'est sûr qu'on est attaqué. Et si on est attaqué, en réalité, c'est parce que, justement, il y a quelque chose là qui est important, en fait. Et que peut-être c'est par ça que ça passe. Cette révolution que j'appelle de mes voeux et qu'on est nombreux. Oui, ce serait l'idée qu'il y ait plein de maisons comme ça, un peu partout en France. C'est-à-dire que j'en aurais, je crois, même pas parlé si ça avait échoué. Parce que, voilà, moi, on l'a dit tout à l'heure, il y a suffisamment d'angoisse comme ça. L'ambiance est suffisamment anxiogène pour que j'en rajoute pas une couche. Non, si j'en parle autant, c'est surtout pour dire que malgré les entraves, malgré les attaques, on réussit. Donc c'est bien que c'est là qu'il faut travailler, en fait, à cette mise en commun, effectivement, entre quartier populaire, quartier pavillonnaire, parce que c'est ça, Verdragon. C'est la mise en commun entre les classes moyennes supérieures, les classes populaires, les populations blanches, les populations non blanches. Et c'est comment... Et vous organisez aussi des moments de vie commune, des débats, des fresques du climat, des sorties ensemble une à la mer. Absolument. Il y a tout un projet là autour de One Piece, le manga dont je parle dans le livre, où on se retrouve vraiment tous et toutes autour de la table. Je crois que c'est l'un des rares lieux en France où ces populations se retrouvent autour de la table. C'est pas facile. La preuve, c'est qu'on est attaqué. Mais je veux aussi montrer que c'est possible, mais une fois que ça existe, en fait, c'est lancé. Ça marche et vous avez l'impression que ça a un impact au niveau local. Bien sûr, et on ne pouvait pas perdre, en fait. C'est ça que je veux montrer. On part tellement de rien, en fait, qu'on ne peut pas perdre. Dès lors qu'on défend un projet, encore une fois, de protection, de protection du vivant, de libération de la terre, un projet autour de la liberté, de l'émancipation, pour moi, on ne peut pas perdre. Il faut s'y mettre, quoi. Il faut travailler. C'est pas facile, mais en tout cas, je pense qu'à la fin, on gagne, quoi. Alors, vous dites à la fin, dans votre conclusion, que vous l'avez évoqué, qu'il paraît difficile d'inverser la tendance qui mène l'extrême droite au pouvoir, et donc que la seule option, ce serait aujourd'hui de faire sécession. Concrètement, ça passe par quoi, faire sécession aujourd'hui ? Alors déjà, moi, je pose une option, en fait, qu'on pose rarement dans le débat public. C'est la question de savoir ce qu'on fait si l'extrême droite accède au pouvoir. C'est une question, par exemple, qui n'a pas été posée l'année dernière, en 2022. Cette option qui consiste effectivement à dire, on fait sécession. Pour ce qui me concerne, et je m'avance donc dans ce débat-là, pour ce qui me concerne, je refuse d'être gouverné, d'être dirigé par des suprémacistes blancs. Voilà, parce que pour moi, l'extrême droite, ce sont des suprémacistes blancs. C'est le suprémacisme blanc en Europe qui consiste à défendre la civilisation blanche et chrétienne. Je veux dire, ce sont les mots mêmes de cette extrême droite. Vous connaissez cette phrase qui répond à Perfit et qui lui dit « Qu'est-ce que de français ? Il est bon qu'il y ait des Français bruns, noirs et jaunes, mais ils doivent rester une minorité, parce qu'sinon ça ne serait plus la France, car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. » À défendre cette Europe blanche et chrétienne, de gens comme moi, à hiérarchiser les individus selon leur couleur de peau, etc. Donc j'ai pas besoin de dire ce qu'est l'extrême droite. Moi, je refuse ça, en fait. Je refuse d'être gouverné par ces gens-là. Et donc, je pose la question de la sécession. Est-ce que, oui ou non, nous avons la légitimité, si l'extrême droite arrive au pouvoir, de dire « ce sera sans nous », en fait. Et on se retire, on fait sécession, on refuse, en fait, l'autorité de cet État-là. Un État national d'extrême droite. Donc ça, c'est déjà une première piste, en fait, que je suggère dans le livre. Je me positionne, mais c'est vraiment pour inviter, c'est vrai, ça arrive plutôt vers la fin du livre, soumettre ça à débat. L'autre, faire sécession, dans le livre, c'est le rapport qu'ont les quartiers populaires avec le champ politique majoritaire. Et notamment, je pose notamment la question territoriale. Mais comme d'autres camarades posent la question de la terre, les soulèvements de la terre, reprise de terre, les zadistes, c'est comment on se réapproprie... Tous les mouvements qui s'inspirent aussi du mouvement des sans-terres au Brésil. Absolument. D'ailleurs, je qualifie les populations qui vivent dans les quartiers populaires de sans-terre. Voilà, nous ne sommes pas considérés comme ici chez nous. Il y a une couche de béton qui nous sépare de la terre, en fait. Nous ne pouvons pas être enterrés ici, par exemple, quand on meurt, quand nos parents meurent. Et donc, il y a vraiment la question de la terre que je pose, et je ne suis pas la seule. Je pense que vraiment, aujourd'hui, nous sommes à un moment où on repose la question du rapport affectif, nécessairement charnel de la terre. Et cette question territoriale, je la pose, oui, également en termes
politique, dans se faire sécession, pour dire est-ce qu'il ne faut pas se pencher à nouveau sur donc, la libération de la terre et sur de l'autonomie territoriale, en fait. Dans quelle mesure on peut envisager de créer des espaces autonomes en Europe. Voilà. Et ça, c'est à réfléchir. J'en dis 2 mots dans le livre. C'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est vraiment stimulant, en fait, qui est porteur d'espoir. C'est-à-dire, en termes de perspective, se dire, mais l'extrême droite arrive au pouvoir. En fait, on a toujours cette possibilité de dire, mais en tout cas, ici, nous, on veut s'organiser différemment. On a un autre rapport au monde, on a un autre rapport à ce qu'on mange, on a un autre rapport à nos environnements, on a un autre rapport au temps. On veut consacrer du temps à la contemplation, par exemple. On veut que nos enfants puissent jouer. On veut qu'ils puissent jouer librement, etc. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas réenvisager, en fait, de se créer des espaces pour ça, en fait? Voilà, je trouve ça réjouissant, en fait. C'est pour ça que je l'ai posé comme ça. Bon, encore une fois, il y a toute la question aussi de la piraterie, en fait, parce que la piraterie, c'est ça. D'ailleurs, c'est dire à un moment donné, c'est faire sécession, finalement. Et le bateau pirate, c'est ça aussi. C'est un espace autonome qui pose la question de la subsistance. Sur le bateau, il faut pouvoir subvenir à ses besoins, et qui pose en même temps la question de la liberté de circuler, parce que le bateau vogue un peu partout sur les océans. Je trouve que sur l'idée, en tout cas, c'est une piste à creuser. Il ne faut pas s'empêcher d'envisager les options les plus radicales, en fait. Merci beaucoup, Fatima. Merci Paloma, merci. C'est la fin de cet entretien. Si cet échange vous a inspiré, vous a permis de décaler votre regard, n'hésitez pas à le partager au maximum autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Comme toujours, vous trouverez plusieurs liens pour aller plus loin en description. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche. Je le rappelle, Blast est un média indépendant et nous avons besoin de vous pour continuer à informer autrement. Alors si vous le pouvez, prenez un moment pour faire un don ou vous abonner sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.